Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Qu'est-ce que tu retiens de ce discours de Donald Trump hier devant ses militaires, ses généraux, amiraux? D'abord, une image, ça faisait très guerre des étoiles. T'avais vraiment l'impression de tout ce qu'il y a de plus étoilé, le haut gratin militaire réuni, pas tout à fait au garde-à-vous parce qu'il était assis. Donald Trump disait que c'était une image directement extraite de Central Casting. Il y avait certainement pas tort. Ça donnait l'impression qu'ils étaient tous là. En fait, c'était pas une impression. Ils étaient tous là. Si j'ai retenu quelque chose, parce que c'est vraiment en deux temps, il y a d'abord X7, qui explique aux généraux que les choses sont en train de changer. Puis ensuite, sur un horizon plus stratégique, il y a Donald Trump qui explique aussi que les choses vont changer. Mais chez X7, une évidence, diversité, inclusion et équité ne sont pas des armes de dissuasion massive. On peut être pour la vertu, mais quand on veut une armée dans un département qui est maintenant celui de la guerre et non plus celui de la défense, c'est possible qu'il y ait une contradiction entre la volonté vertueuse et l'exercice efficace de la force, ce qui est le propre d'une armée. Donc, X7 qui disait aux militaires, je vous donne les moyens de livrer le combat qu'on vous demande de livrer. Avec toutes sortes de détails, évidemment, cosmétiques, mais qui en sont pas. Plus de barbes ne seront tolérées, sauf si vous êtes dans les forces spéciales. Et un certain nombre d'autres critères, à commencer par le fait que si les femmes ne sont pas capables de répondre aux exigences qui sont imposées aux hommes pour se qualifier, malheureusement, tant pis pour elles. Alors, c'est à la marge, on se dit, est-ce que c'est significatif? Je pense que ce l'est. Ouais, mais ça a été décrit comme une déwokisation de l'armée américaine, là. C'est exactement, tu dis en un mot ce qui s'est passé. Effectivement, il y a là une volonté de revenir à quelque chose qui est plus conforme à ce qu'est la tradition d'une armée, particulièrement aux États-Unis. On parlait de l'éthos militaire, c'était un peu l'appel. Alors, est-ce qu'on a fait revenir de partout où ils étaient postés ces militaires généraux, pour l'essentiel, afin de leur dire qu'ils auraient les coudées plus franches, y compris dans leur manière de diriger? Parce qu'une des choses que dit X7, c'est que tous les procès d'intention qui sont faits à l'endroit de la hiérarchie militaire pour leadership toxique, oubliez ça. Il y a des choses qui seront toujours inadmissibles. Il n'y a pas d'agressions sexuelles qui seront tolérées. Le racisme est absolument pas toléré dans les rangs de l'armée. Mais toutes ces bagatelles, c'est ce qu'on devait comprendre en écoutant X7. C'est pas un jugement que je rends sur le fait que certains comportements soient des bagatelles ou non. Mais X7 disait, c'est fini. Vous êtes là pour runner le show. On a des guerres à livrer. Et pour livrer la guerre, on le fera pas en se préoccupant d'enjeux vertueux, politiquement corrects, woke, qui n'ont rien à faire dans la recette gagnante pour une armée. Mais derrière ça, il y a le patron qui s'est invité, Donald Trump, qui ne devait pas être là officiellement. Fait que tu dis, est-ce que X7 a effectivement fait venir à grands coups tous ses amiraux et généraux pour leur dire la culture vient de changer, sans jamais penser que Donald Trump en profiterait? Parce que ce dont on discutait lundi, lors de notre rencontre, c'était que le Pentagone est en train de réécrire ce que seront ses objectifs stratégiques pour les prochaines années. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le discours de Trump par-delà les 40 minutes de swerve à la Donald où il met tout au menu, où tu as l'impression que c'est un flux de conscience. C'est les détracteurs diront de la diarrhée verbale. Ouais, puis CNN s'est amusé à trouver les faussetés là-dedans. C'était à pelleter, là. Je veux dire, des choses vérifiables et fausses. T'as pas besoin d'attendre ce rendez-vous devant les militaires pour prendre Donald Trump en flagrant délit, de dire des choses qui sont pas avérées. Donc, t'as eu tout ça, y compris le fait que déjà, il est piteux de ce qu'il ne pourra pas remporter le prix Nobel de la paix parce qu'il dit il n'est pas destiné à ça malgré que ce soit le plus grand faiseur de paix de l'ère moderne. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est là que ça devient important et intéressant. La mère patrie est en danger. Il parle pas du pays, il parle de la mère patrie et je crois, the motherland. Il parle en plein d'autres circonstances du country, du pays. C'est pas un hasard. La mère patrie est menacée par des ennemis de l'intérieur qui n'ont pas d'uniforme, donc beaucoup plus difficile à identifier, à mettre dans le collimateur et possiblement à abattre. Alors, c'est une immigration illégale, mais c'est aussi la gauche radicale, les
terroriste, c'est presque comme ça qu'on doit le décrypter, qui nous mène à nous, civilisation qui l'incarne, un combat. Et dans cette logique-là, il prévient les militaires, nos villes américaines sont en ce moment une espèce de terrain d'entraînement. Pourquoi? Tu dis pourquoi un terrain d'entraînement? Parce qu'il y a derrière ça une menace de guerre civile ou de dérapage violent. Plusieurs fois, il l'a dit, aujourd'hui, on s'en prend à des pompiers qui ne font qu'éteindre des incendies. Ça doit cesser. Alors, on va se dire, OK, c'est correct, c'est une banalité, l'ordre et la loi. Mais quand tu convoques les généraux pour leur dire qu'ils ont un rôle à jouer, et dans une redéfinition de mandat où la protection de la mère patrie est la priorité, et de la cour arrière. La cour arrière, c'est quoi? C'est qui? C'est le Canada. D'ailleurs, il aura parlé du 51e État sans nous menacer d'invasion pour autant, mais c'est revenu à l'agenda. Puis la cour arrière, c'est l'équivalent de ce qu'était la doctrine Monroe. Les États-Unis règnent sur le continent et tout ce qui est autour, y compris, par exemple, le Venezuela, parce qu'il en a parlé. Il dit, comme par hasard, il n'y a plus de bateaux de pirates ou de gens qui sont associés au cartel de narcotrafiquants qui voguent vers les États-Unis depuis qu'on en a abattu 2. Est-ce qu'on pourrait penser que changer de gouvernement au Venezuela, ça serait d'une certaine manière s'attaquer à un cartel, mais c'est aussi le programme qui est destiné pour les militaires américains, guerre aux grands groupes narcotrafiquants. Donc, on est dans un cas de figure où les choses, sur un horizon très court, changent. Les États-Unis ne sont plus les policiers du monde. C'est ce que dit et répète Donald Trump. Et la paix, et là aussi on s'en parlait lundi, qui est venue avec cette extension de la puissance militaire américaine, qui a imposé sa loi sur toutes les mers et partout, ça semble, en tout cas, une page tournée pour Donald Trump. On commence ici en Europe, c'est pas nouveau. On s'inquiète de la présence des États-Unis au sein de l'OTAN, mais c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que les Américains sont intéressés à ce qui se passe ici? Est-ce qu'ils sont intéressés à la paix en Europe? Est-ce qu'ils veulent en être les garants? Réponse, de moins en moins. Est-ce que le Hamas maintenant pourrait dire oui à ces... Parce qu'on est toujours en attente de la réponse sur ce plan de paix. Ils ont dit quand même qu'ils prenaient ça en considération, donc ils le regardaient sérieusement. Et dans le scénario, le Hamas dit oui. Ça veut dire que Netanyahou aussi là, se retrouve ficelé dans le plan de paix qui a pas l'air à aimer tant que ça. Là. Je suis curieux de ton opinion parce que je trouve que c'est extraordinairement intéressant ce qui va jouer au cours des prochains jours. On est en face de 2 joueurs qui, je pense, sont de mauvaise foi. Et Benjamin Netanyahou et probablement le Hamas. Si du bout des lèvres, ils devaient accepter le deal qui est présenté, même s'ils n'ont pas participé à le négocier, il reste qu'il y a des interlocuteurs qui ont participé au processus de négociation, qui sont très proches du Hamas, le Qatar particulièrement. Et je suis de plus en plus convaincu que l'espace pour dire non est très, très, très étroit, même si ça ressemble à une forme de capitulation, parce que dire oui, c'est d'accepter de faire sortir les leaders du Hamas de Gaza en échange d'un sauve-conduit s'ils renoncent à la violence, désarmer le mouvement et céder l'administration de Gaza à une autre organisation qui ne serait pas le Hamas. Mais je les vois très mal dans l'espace politique qui est leur en ce moment, refuser catégoriquement. Et si c'est le cas, comme tu viens de le dire, Benjamin Netanyahou va être obligé de faire semblant qu'il avance en direction de ce qui a été balisé avec les 20 points. Et mon pari pour l'instant, c'est que les deux vont chercher évidemment des circonstances pour montrer l'autre du doigt. Je pense que Netanyahou sera pas pressé de démilitariser Gaza. Le Hamas va tout de suite grimper dans les rideaux. On peut le comprendre en disant ils ne respectent pas leurs paroles. Mais politiquement, pour Benjamin Netanyahou, si le Hamas disait oui, probablement de façon qualifiée, c'est un problème parce que il table sur un échec, je pense, de ce processus. N'y tient pas tant que ça. Alors là, derrière, c'est qu'est-ce que vont faire les alliés du Hamas, qui en ce moment font pression sur l'organisation, j'en suis convaincu. Le Hamas n'a plus beaucoup de pays derrière lui pour dire « Allez jusqu'au bout de votre logique, on sera toujours avec vous ». Il n'y en a plus, y compris le Qatar. Donc,
tu te dis, OK, j'ai plus ces appuis, je me rallie tranquillement, et si ça se met à capoter l'entente, pour une raison ou une autre, est-ce que les pays qui sont partenaires de l'entente voudront continuer à déployer une force de sécurisation intermédiaire à Gaza? C'est des pays arabes probablement qui participeront à cette force-là. Est-ce qu'on est prêt, dans le fond, malgré la mauvaise foi de ces deux acteurs, les Américains et leurs alliés, à continuer si, puis je mets dans le lot de Netanyahou, il y a des vis-à-vis, des protagonistes qui font tout pour que ça pète. En tout cas, est-ce que deux acteurs de mauvaise foi qui veulent pas vraiment la paix peuvent être aspirés par la communauté internationale, peuvent être aspirés dans la paix quasiment contre leur gré et contre leur intérêt politique immédiat? C'est quasiment ça la question, là. C'est capoté. C'est que tu as en ce moment des populations, je parle des Israéliens comme des Gazaouis, qui sont à la merci de deux organisations, le Hamas. Alors on dira, M. Netanyahou est à la tête d'un gouvernement, et c'est tout à fait vrai. Oui, mais qui est dans une alliance avec des radicaux qui veulent pas la paix. Exactement. Et donc, tu as des populations qui sont toutes les deux, en ce moment, à la merci d'acteurs de mauvaise foi. Est-ce qu'on veut la paix? Je pense que les populations la veulent, la souhaitent, prient pour, et que tu as des représentants qui, politiquement et activement, vont tout faire pour que ça ne marche pas sans jamais le dire. Et Benjamin Netanyahou et le Hamas continueront à dire probablement, j'attends de voir la réponse officielle du Hamas, peut-être qu'ils vont déjà d'entrée de jeu dire non, mais j'en doute. Alors, de façade, oui, derrière, non. Merci Stéphane, à demain.